Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du dimanche. Nous recevons Adam Thiam du Républicain, Baba Dakono, juriste, chercheur, Makan Kone de la Nouvelle République et Mam Diarra Diop du journal La Nouvelle Libération. Voilà, La Nouvelle Libération et Mam Diarra Diop du journal du Mali.com. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Premier sujet de ce débat, se dirige-t-on, oui ou non, vers un référendum au Burkina Faso? La question divise pouvoir et opposition depuis plusieurs mois. Le plan imaginé par la majorité d'amener le Parlement à approuver le projet de révision constitutionnelle devant permettre au président Blaise Compaoré de se représenter en 2015. Mais pour l'opposition, ce référendum est inopportun et dangereux pour la paix sociale au Burkina Faso. L'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et, plus grave, facteur de division de la société burkinabé. L'opposition politique, par conséquent, appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. Le chef de file de l'opposition politique souhaite informer les Burkinabés que l'Assemblée générale des chefs des partis de l'opposition, tenue le 21 octobre 2014, a décidé d'appeler le peuple burkinabé à une première journée nationale de protestation sur toute l'étendue du territoire, le mardi 28 octobre 2014, afin de dire non à la mascarade qui se prépare. Le pouvoir personnel est proscrit, le pouvoir personnel est interdit. Modifier l'article 37 de la Constitution, c'est aujourd'hui consacrer M. Blaise Compaoré comme roi du Burkina Faso. Donc, nous tirons la conséquence qui est que le peuple du Burkina Faso est obligé de rentrer dans la désobéissance civile par une résistance active, par un boycott actif, et nous allons nous atteler à ce. Adam Thiam, je me tourne vers vous. Ma première question, on vient de l'apprendre aussi, l'ADF RDA apporte son soutien à Blaise Compaoré. Est-ce que cela augmente les chances du parti au pouvoir de passer par le Parlement pour modifier la Constitution, puisque l'ADF RDA compte quand même 18 députés au Parlement burkinabé? Oui, et surtout c'est la troisième force politique au Burkina. On ne peut pas dire que ce soit un ralliement qui n'est pas important. Mais la question, ce n'est pas tellement quel est le nombre de députés qui sont aujourd'hui favorables, parce qu'on sait qu'en principe, c'est possible effectivement que si cette session se tient jeudi, que Compaoré ait les 96 députés dont il a besoin pour rendre totalement superflu le référendum et pour pouvoir passer effectivement la révision de l'article 37. Ce qui se passe, c'est que la population s'organise pour qu'il n'y ait pas ce vote. Jeudi, ils ont déjà commencé à siéger la maison d'une dizaine de députés depuis aujourd'hui. Les écoles vont fermer. Il y a peut-être un incendie qui a été déclaré dans un marché. Ça va être une semaine extrêmement chaude à Ouaga, et on se demande déjà sur quoi Compaoré compte pour pouvoir opérer effectivement ce déverrouillage, et quels sont les moyens de riposte de son opposition, et surtout qu'est-ce que le Burkina gagne dans tout ça. Mam Diarra Diop. Oui, je pense que de toute façon, on sent quand même qu'il y a une montée des forces de l'opposition, et puis peut-être aussi de la société civile. Il y a un consensus qui se dégage pour empêcher Blaise Compaoré de parvenir à ses fins et de modifier la Constitution. Ça me fait penser un peu à ce qui s'était passé au Sénégal, et je pense que la semaine prochaine va être révélatrice. On va observer un peu comment les forces vont se mobiliser et comment le rapport de force va se faire. Et Makan Kone? Non, moi je crois déjà qu'il faut dire que Blaise, il est dans la légalité. C'est ce qui est important. Il ne viole aucune loi. Il ne viole pas la Constitution. Il y a un passage de la Constitution qui dit qu'il faut passer par un référendum pour changer les textes. Ce qui se pose en réalité, c'est la moralité. En réalité, c'est la moralité même de nos hommes politiques. Le grand frère a parlé tout à l'heure du cas de l'ADF RDA. Moi, je crois que la question qui se pose, c'est la moralité de nos hommes politiques. C'est pourquoi ils insistent pour rester au pouvoir, pourquoi ils s'accrochent au pouvoir, pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et
Sur quelle base l'ADF... Les alliances, c'est aussi un jeu démocratique. Oui, bien sûr, mais sur quelle base l'ADF, RDA, c'est rallié, tout le monde sait, on dit qu'on les a proposé des postes ministériels et tout. Donc moi, c'est pas le côté légal ou légaliste de la chose, mais c'est le côté moral même de tout ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. C'est pour qu'est-ce que Blaise, au risque de mettre le feu à son pays, ne serait-ce qu'à la capitale, en tout cas à Ouagadougou, on a vu sur les images un marché qui a été brûlé il y a 2 nuits et tout. Donc la semaine prochaine va être excessivement décisive, extrêmement décisive au Burkina, parce que mardi, il y a les opposants qui veulent marcher, et jeudi, le texte passe devant les députés. Sinon que le texte passe, moi je crois qu'il va passer, ils n'ont même pas besoin d'un référendum. Mais là, c'est pour quelles raisons nos hommes politiques, ils viennent, ils ne partent pas. Et puis l'ADF, RDA a avancé un argument qui est pour moi tellement, ridicule à la limite, qu'ils vont déverrouiller pour ne plus déverrouiller encore, ou pour verrouiller pour de bon. C'est-à-dire que ce sera la dernière fois que ce verrou va sauter pour qu'il ne saute plus jamais. Mais attendez, le peuple il est là, il faut respecter quand même ses engagements. On a dit que ces 2 mandats, on ne dépasse pas. Maintenant, il ne faut pas trouver des subterfuges, des contours pour sauter les verrous, se présenter pour dire. Celui qui va venir après, personne, il y a une garantie qu'il ne va pas lui aussi vouloir faire sauter ces verrous. Monsieur Dakono. Ce qui est davantage plus inquiétant dans cette crise au Burkina, c'est qu'on l'a vu venir. Les intentions de Blaise étaient plus ou moins connues depuis un certain temps. Il a à mot couvert lui-même affirmé sur un plateau de télévision, c'est que ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, on l'a vu venir. Donc ça met maintenant en lumière les insuffisances en fait de nos dispositifs, si vous voulez, supranationaux, parce que M. Kone vient de le dire, en ce qui concerne la légalité constitutionnelle, il respecte les principes de la Constitution, puisque c'est la Constitution elle-même qui prévoit comment elle est révisée. Il est dans ça, et il faut des mécanismes supranationaux, en fait, pour pouvoir assurer à l'Afrique, aux Africains, c'est ce principe d'alternance qu'on appelle de tous nos voeux. Mais ça ne peut pas être fait suivant, par exemple, on a la charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, mais charte en fait qui est adoptée par les chefs d'État. Et quand on l'adoptait, la plupart, le Burkina l'a ratifié en 2010, c'est que la plupart étaient des hommes d'État au pouvoir depuis plus de 20 ans. Donc ils ne vont pas adopter de principes contre eux. Tout ce qu'on retrouve dans cette charte, c'est que ils veulent proscrire les coups d'État, en fait, toujours pour se maintenir dans le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina est davantage plus inquiétant de savoir qu'en fait, on voit les choses venir, mais on n'a pas de véritables moyens, en fait, pour les empêcher. Maintenant, sur la question du référendum, je crois que, heureusement qu'en politique, les choses ne sont pas toujours arithmétiques, sinon c'est sûr que Blaise n'aura même pas besoin d'aller aujourd'hui au référendum. Mais il a tout intérêt, en fait, dans tous les cas, à aller au référendum, puisque je parlais de mécanisme supranational. Ils indiquent, en fait, aujourd'hui qu'il faut un consensus national pour faire une modification constitutionnelle qui tende à maintenir un chef d'État au pouvoir. Ça, ce sont des règles qui sont même écrites. Oui, mais pourquoi l'opposition a tant peur d'aller au référendum? C'est quand même démocratique. Quand on propose d'aller au référendum, c'est le peuple qui juge, non, en fait, c'est qui pas décide. C'est pas le référendum en tant que tel. J'ai dit, c'est pas le côté texte, loi et tout. C'est le côté moral même. On s'est dit aujourd'hui que après 27 ans au pouvoir, Blaise ne doit même pas, le président Blaise Compaoré ne doit même pas avoir une quelconque volonté de rester au pouvoir encore. C'est cela. Maintenant, l'opposition se dit que c'est quand même le pouvoir en place qui organise le référendum. Nous savons comment est-ce que nos scrutins sont organisés et tout. Rien n'est sûr. La preuve, c'est que déjà, ils sont parvenus à embarquer, entre guillemets, la troisième force politique à l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas faire la même chose pour le référendum? Donc, l'opposition n'a pas peur, en fait, mais elle se dit que l'issue est connue d'avance. Si c'est le pouvoir en place qui organise le scrutin, qui organise le référendum, il y a de fortes chances que ça passe. Puis maintenant, c'est le peuple. Si les résultats sortent que le peuple en référendum a décidé que, ça c'est fini, il n'y a plus rien à dire, quoi. Oui, Adam Thiam. C'est-à-dire que la question ne doit pas être pourquoi l'opposition a peur d'aller au référendum, mais pourquoi le référendum pour un homme qui a fait 27 ans au pouvoir déjà. Et moi, je suis d'accord avec Dakono, c'est-à-dire on avait senti ça venir il y a 5 ans, 5 ou un peu plus. Il y a un télégramme de Wikileaks qui faisait très clairement allusion à la situation de Burkina. Alors, pendant qu'il disait effectivement que Compaoré était un grand leader africain, et ils avaient peur que en 2015, il ne change la Constitution.
qui avait changé déjà 2 ou 3 fois sous lui. Et on a entendu tout de suite le chef de file de l'opposition burkinabé dire que le référendum est budgétivore, il est inopportun, etc. La question, c'est l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu, malheureusement, on ne peut voir d'autre enjeu du côté de Compaoré que celui de se maintenir au pouvoir. Et c'est dommage parce que le Burkina est le seul pôle de stabilité. Si l'objectif est de préserver cette stabilité à travers le maintien de Compaoré, tant mieux, mais si Compaoré lui-même est un facteur de déstabilisation du Burkina Faso, ce serait dommage pour la sous-région. Nous avons une réaction sur notre page Facebook à M. Omar Traoré qui dit, à mon avis, Blaise Compaoré en tant que médiateur dans différentes crises doit montrer l'exemple. Il faut qu'il ait conscience de cela. Alors, Mamdiara Diop. Montrer l'exemple, je ne sais pas, mais je pense que Blaise Compaoré est quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir parce qu'il est convaincu qu'il est le seul homme capable de diriger le Burkina. Je me souviens d'une interview qu'il a fait sur une chaîne internationale où on lui avait posé la question de savoir est-ce qu'il avait l'intention de rester au pouvoir. Et là, il avait été très ambigu, il avait dit le moment venu, ça se saura. Et donc, il veut faire les choses de façon lisse. C'est-à-dire que pendant qu'en face, on a l'opposition, tous les mouvements qui s'agitent, lui, il reste dans sa démarche d'homme lisse pour justement qu'on ne le mette pas en cause. Donc là, je pense que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme il le souhaite. Et je pense que vraiment, la société civile, tous les mouvements vont monter au créneau. Parce que comme disait Macron, 27 ans au pouvoir, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il y a eu, faut-il craindre une reproduction de ce qui s'est passé au Niger sous Tandia, au Burkina, de la marche de manifestation? Bon, on ne le souhaite pas. Parce que moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est, comme Mme vient de le dire, c'est la stabilité relative qui existe au Burkina, dans tous les pays de la sous-région un peu. Pour nous, Maliens, par exemple, ça ne va pas être très bien que, compte tenu de tout ce qui nous lie au Burkina, qu'il y ait des bureaux au Burkina. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est franchement ce qui passe par la tête du président Compaoré lui-même. C'est qu'après 27 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'on a à faire encore? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le pays même attend de nous, en réalité? Même quand on parle de médiation et tout, en fait, il a fait quoi, en gros, Blaise Compaoré, en termes de médiateur toutes ces médiations, c'est presque des médiations quasi inachevées et tout. 27 ans, ça suffit, honnêtement, et pour l'avenir de sa famille même, et pour l'avenir du pays. C'est juste une question de moralité. Le pays n'attend rien de nous après 27 ans, 30 ans au pouvoir. Franchement, pour l'intérêt du pays, moi je crois que s'il aime vraiment le Burkina, comme il tente à nous faire croire, honnêtement, ça ne vaut pas le coup d'en arriver jusque-là. Le Burkina perd plus que gagne. Adam Thiam qui voulait réagir. Oui, vous demandez si on va vers le scénario Tandia. Il faut dire que au Burkina, c'est beaucoup plus subtil. Tandia était en pleine illégalité et dans le mépris total des institutions. Compaoré a peut-être un argument légal pour faire ça. La question, c'est l'opportunité de faire ça. C'est la valeur pédagogique de l'acte qu'il est en train de poser. Mais il est possible effectivement qu'après 27 ans de pouvoir, il n'ait pas mesuré jusqu'où la soif de changement du peuple burkinabé est profonde. Oui, d'accord. Comment expliquer le silence des chancelleries occidentales? On se souvient que Kabila, en République démocratique du Congo, qui reste 2 ans, on lui fait signifier déjà qu'il ne doit pas se représenter, mais le président Compaoré, à moins d'1 an, personne ne parle. Oh, il y a eu quelques mots. La France elle-même a réagi pour dire que le président doit respecter la charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est une condamnation des principes, on ne va pas plus loin. Je veux juste dire, c'était très subtil de la part de la France, absolument, parce que cette charte n'est pas en vigueur. Non, même si elle était en vigueur aujourd'hui, le président Blaise n'a pas encore violé cette charte, puisque cette charte, il l'a lui-même en fait écrit avec les autres. Ça va être difficile. En fait,
dans son mécanisme, tout est clair. C'est que, à la différence du Niger, le président Blaise est plus stratège et plus stratégique que ça. Et puis, par rapport aux chancelleries, il faut pas occulter la place, en fait. Au-delà, on voit que l'aspect médiation, mais au-delà de... Il joue un rôle très très important dans la sous-région, donc qui fait que les gens pèsent aujourd'hui les mots, parce que pour certains on évite le scénario tunisien où faut-il s'aligner sur le peuple ou en fait sur les dirigeants, faut-il jouer sur la stabilité. Donc en fait les gens sont très prudents à ce stade. Mais par rapport à la question même de l'alternance, tout de suite Madame Diarra disait en fait que ça ne va pas se passer comme il a dit. Blaise est différent de tous les autres. Et aujourd'hui, les gens qui sont en face aujourd'hui, qui s'opposent à ce référendum, sont ces anciens. Il les connaît tous en fait. Il les connaît mieux que quiconque aujourd'hui au Burkina. La seule force aujourd'hui du Burkina reste la société civile qui doit être mieux organisée, qui doit avoir sa vision claire des choses au-delà en fait de l'instrumentalisation politique. Mais il a dit quelque chose. Désolé, Mme Diarra. En fait, c'est vrai, on s'acharne sur Kabila 2 ans avant son truc, mais on est très prudent par rapport à Compaoré. Les raisons d'Akono les a évoquées. Compaoré le Burkina est peut-être le seul pôle réel de stabilité dans la sous-région. Ça compte. Sauf que peut-être que l'entêtement, l'obstination de Compaoré va mettre le Burkina en instabilité et la sous-région en instabilité. Mais est-ce que l'opposition... Oui, allez-y. Mais les Français ont été subtils en invoquant une charte africaine qui n'est pas en vigueur, parce qu'il est loin d'avoir les ratifications requises. Et c'est une manière de dire, Compaoré, nous ne vous empêchons pas d'y aller. Parce que cette charte ne veut pas dire grand-chose. Disons qu'il y a un silence, en fait. Vous dites silence des chancelleries occidentales, mais je crois qu'il n'y a pas que la France. Je pense que les États-Unis, en marge du sommet US-Afrique qui s'est tenu à Washington en août, ont fait une mise en garde. Mais je crois que Blaise a réagi. Il avait dit que l'Occident ne se mêle pas des affaires intérieures du Burkina. Donc c'est que l'homme se sent vraiment confiant, en mesure d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. Mais il faut donc espérer une réaction effectivement de la société civile en face. Un confrère disait que Blaise est un bon scénariste. Il écrit son film, c'est lui seul qui connaît la position. Il est le seul maître à bord actuellement. Et s'il est aussi confiant, mais je pense que l'histoire montre que on peut être confiant jusqu'à un certain moment et puis il peut y avoir un retournement de situation. Enfin, je ne souhaite pas que Ouaga soit en trouble. Le fait qu'il soit un acteur de la stabilité au Burkina Faso, est-ce que les Burkinabés en sont conscients? Ils peuvent se dire, ok, on peut se lever, demander le départ du président. Non, est-ce qu'il y a un facteur de stabilité? Les Burkinabés, c'est déjà un peu très poli, très respectueux, et qui respecte l'autorité. En fait, c'est ça. C'est pas fondamentalement parce que Blaise Compaoré a le pouvoir. Maintenant, Blaise ne peut pas lui reprocher grand-chose, le président Blaise Compaoré, par rapport aux chancelleries, pour répondre à parce que légalement, on ne peut rien les reprocher. Les chancelleries, tout ce qu'elles peuvent dire, c'est quand vous violez la Constitution, quand vous faites ça, mais il est dans la légalité. Donc, il est très intelligent. Ce qu'il y a juste, comme j'ai dit au début, c'est une question de moralité. C'est Blaise lui-même qui doit comprendre que 27 ans au pouvoir, c'est assez. Même quand on l'interpelle, il vous dira que, bon, écoutez, moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais il vous dira, écoutez, c'est les députés qui vont décider, c'est le peuple qui va décider, c'est l'Assemblée, donc c'est la légalité. Non, je pense qu'il va, moralité ou pas, il est dans sa démarche et il va tout faire pour y aller. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a référendum, les gens pensent que tout est verrouillé sur le terrain, de toute façon. Donc là, c'est vraiment du 50-50, c'est du quitte au double. On verra ce qui va se passer. On ne peut pas leur reprocher grand-chose. D'accord, on poursuit ce débat avec la fièvre Ebola qui continue son ravage dans le monde. Le cap de 4000 décès a été franchi selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le Mali vient d'enregistrer le décès de la première malade du virus Ebola du pays. La fillette de 2 ans avait été décelée jeudi à Kay, dans l'ouest du pays, puis confirmée vendredi par le ministère malien de la Santé. Makan connaît, on les craignait, un premier cas de décès au Mali. Mais la question que tout le monde se pose, comment est-ce que cette fillette a pu traverser la frontière entre le Mali et la Guinée, se retrouver à Bamako, puis à Kay, sans que les services de contrôle sachent qu'il y a un malade dans le bus ou dans le quartier?
Oui, bien sûr, il faut. Mais déjà, je voudrais présenter mes condoléances à la petite fille, à sa famille et à tout le reste. C'est la question que nous nous posons tous. C'est-à-dire qu'on a parlé de la porosité de nos frontières et tout, et du fait que nous-mêmes, Maliens, autorités, population et tout, nous sommes souvent un peu, excusez-moi, négligents par rapport à certaines choses. Parce que la petite fille et sa grand-mère, elles ont quand même traversé pratiquement la moitié du pays. C'est-à-dire qu'elles sont venues de Guinée, elles ont transité par Bamako. Je crois même qu'elles ont séjourné dans un quartier ici et tout. Et pour aller se retrouver jusqu'à Caille, où sont nos autorités? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a suffisamment sensibilisé, informé par rapport à cette maladie? Parce qu'on a appris même qu'elle commençait à saigner du nez et tout. Pourquoi personne n'a pu déceler, personne n'a pu se dire que ça peut être, peut-être parce que c'est une petite fille, mais le simple fait de savoir ou de se dire qu'elle venait de la Guinée, je crois que ça devait quand même éveiller les il doit y avoir un poste de contrôle à l'entrée de Bamako. Bien sûr, de la Guinée. Oui, partout. Normalement, ils ont quand même traversé la frontière de la Guinée pour le Mali. Maintenant, si c'est ainsi, est-ce qu'il faut pas prendre des mesures? Moi, j'ai appris que le Premier ministre doit se rendre bientôt, je crois, à Kourémalé, à la frontière guinéenne. Peut-être c'est pour voir un peu les mesures de contrôle et tout. Et qu'il y a aussi une délégation américaine qui séjourne aujourd'hui à Caille pour voir prendre les dispositions. Parce que la ville de Caille également, malheureusement pour elle, n'était pas du tout préparée à ça. C'est-à-dire déjà à la frontière, si on n'est pas capable de déceler rapidement ces symptômes, c'est pas la ville de Caille quand même qui pourrait le faire, quoi. Oui, Adam Thiam. C'est-à-dire le plus étonnant n'est pas que il y ait eu un cas d'Ebola au Mali. On savait, étant donné que l'épidémie était en Guinée et que les frontières avec la Guinée sont non seulement nombreuses et poreuses, que c'était difficile vraiment que notre pays échappe. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est comme Makankone l'a dit, que la fille est voyagée. Je crois que pour l'OMS, déjà, elle avait déclaré la maladie. Elle était malade déjà dans le bus, qu'elle ait traversé tout ce chemin pour arriver à Bamako, ensuite aller à Caille où elle est décédée. Et donc, l'OMS dit que le nombre de personnes impliquées dans cette affaire, le nombre de contacts possibles est très important. Et je lisais hier un article du Washington Post qui est quand même très sérieux et qui dit que c'est presque exactement de cette manière que l'épidémie a commencé à Conakry. À Conakry, le 6 décembre, une fille de 2 ans était morte. Et puis, les pouvoirs étaient entre une espèce d'incrédulité et de déni, alors que les populations, elles, ne savaient pas exactement ce qu'était la maladie. Nous avons l'avantage que cette maladie s'est déclenchée dans la sous-région en décembre. Il y a eu pas mal d'éducation, d'information pour la santé, mais il faut faire attention. On ne doit pas être dans des postures de déni. On n'est pas alarmiste en amenant les gens à être très conscients des dangers de la maladie, les dangers de la maladie. Ce qui est dangereux et qu'on a eu en Guinée, c'est effectivement essayer de garder le silence pour des raisons qui peuvent être simplement politiciennes, mais totalement contre-productives. Oui, en fait, effectivement, on se demande pourquoi ce n'était pas arrivé avant. Ça nous tombe dessus dans une ville dont on ne s'attendait pas. Et effectivement, tout le trajet de la petite fille, j'ai un journaliste, moi, de ma rédaction, qui allait faire un reportage à la frontière et qui m'a dit que quand la personne vient, l'agent qui est censé contrôler demande est-ce que quelqu'un tousse, est-ce que quelqu'un a mal au ventre, est-ce que quelqu'un a de la fièvre. On n'a pas les appareils pour scanner la température, comme dans les aéroports où vous arrivez là, on vous scanne avant d'entrer dans le pays. Là, c'est pas le cas. Et puis, tout le contexte social, on passe. Je pense que j'essaie de me mettre à la place dans ce bus. Peut-être que cette dame a caché un peu la maladie de cet enfant pour X ou Y raison. Donc, qu'elle ne savait pas que c'était Ebola. Et donc, effectivement, il faut que les mesures se renforcent maintenant que le cas est là et que malheureusement la petite fille est décédée. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un autre cas qui se déclare. Oui, comme tous les prédécesseurs l'ont dit, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Le cas de cette fillette doit être abordé sous l'angle de leçons apprises aujourd'hui.
Ce qu'on sait, c'est arrivé malheureusement, personne ne le souhaite, mais c'est quand même arrivé. Et comment c'est arrivé, toutes les théories sont possibles maintenant. Mais il est vrai que la fille était arrivée, elle a traversé d'un bout à l'autre du pays, et c'est très très grave, ce qui est très très inquiétant. Mais ce qui est davantage inquiétant, c'est que quand on voit depuis le début de cette année au Mali que tous les problèmes tournent autour de la communication, et qu'en ce moment on est Ebola et qu'on sait que pour vaincre rapidement, efficacement Ebola, il faut placer la communication au cœur en fait de la stratégie de lutte contre cette maladie, et qu'on est dans un pays où on a des problèmes sécuritaires et que notre sécurité soit si faible que des personnes puissent passer les frontières avec les signes, malgré toute la campagne que les organisations dédiées à la lutte contre Ebola sont en train de faire. Ce sont des points très très inquiétants que éveille ce cas d'Ebola. C'est important tout de suite, quelqu'un disait que la fille, tout simplement, ou la grand-mère ne le savait pas. Mais en fait, il y a une psychose qui est développée, qui doit être combattue aussi autour de cette maladie d'Ebola. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, on a l'exemple sénégalais où le traitement symptomatique a permis quand même aux garçons de se rétablir. Ce sont des messages qui doivent être diffusés pour que les gens sachent que on ne meurt pas obligatoirement d'Ebola et qu'il est important de se faire soigner même si c'est symptomatique. Il faudrait faire passer les bons messages. Au-delà, c'est bien de se laver les mains, d'être prudent avec les dépôts et autres, mais quand même il faut faire passer les bons messages, sensibiliser sur en fait les bonnes pratiques pour que les gens puissent comprendre que voilà, quand je présente des signes, que je me présente au centre de santé, que voilà, c'est bon ou pas mauvais. Les spécialistes de la maladie déconseillent de fermer les frontières. On l'a pas fait, mais il fallait quand même se donner les moyens, si on n'a pas fermé les frontières, de surveiller les frontières de manière efficace. Oui, Adam, la psychose, vous avez raison, mais la psychose est peut-être en l'occurrence beaucoup moins dangereuse que le déni. C'est ce qu'on a eu en Guinée pendant longtemps. Et donc, les gens, ceux qui devaient annoncer que cette maladie existe, qu'elle existe dans les quartiers de Conakry, etc., se sont tus. Jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu toutes ces contaminations. Or, c'est exponentiel. On ne sait pas combien de personnes la grand-mère et la fille ont contacté. On ne sait pas. Et on ne sait pas combien de personnes les personnes contactées ont contacté. Ça peut vraiment être... Non, oui, ça peut être exponentiel. Et donc, il ne faut pas céder à la psychose, c'est vrai. Il ne faut pas céder à la psychose, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut attraper Ebola en respirant l'air, parce que ça n'est pas cette forme de contamination qui est connue. Et c'est vrai que même des sociétés comme celle de New York cèdent à la psychose et que ça peut être dangereux, mais la psychose est nettement moins grave que l'espèce de déni dans lequel des sociétés peuvent et l'État peuvent s'installer, et c'est ça qu'il faut éviter. Ouais, le Mali, il y a des tests sur le vaccin contre Ebola. Est-ce que ce premier cas de décès peut accélérer, peut précipiter les choses pour le mettre sur le marché? Non, moi je crois, en principe, nous on doit quand même être, entre guillemets, avoir beaucoup plus de chance par rapport à la propagation de la maladie, comme le grand frère vient de le dire. C'est-à-dire ici, les cas, on a dit qu'il y a 43 personnes qui sont qui sont en quarantaine. Si on a pu cerner, ou une cinquantaine, si on a pu cerner ça, ces cas-là, et puis savoir si la fille elle était en état, parce qu'il y a des techniciens qui disent qu'il y a un moment où on est contagieux ou pas, période d'incubation. Je ne suis pas un spécialiste. Donc si on parvient déjà à cerner tout cela, et qu'on a déjà l'expérience des autres pays et tout, et puis il y a que le vaccin est en train d'être testé, on est quand même le premier pays africain où on est venu tester le vaccin. J'ai dit qu'il y avait une délégation américaine à Caen et tout. Moi je crois qu'on a quand même la chance de circonscrire rapidement la propagation de cette maladie, mais l'important c'est qu'on s'y mette rapidement. On s'y est mis. Le président de la République, je l'écoutais l'autre jour sur RFI, qui a quand même rassuré la population. Comme on a dit autour de... rassurer la population comment sur Ebola? Adam Thiam. Parce qu'on est comme tous les autres pays désemparés. On n'a pas de moyens. Mme Diarra vient de le dire. Quand à la frontière, ils n'ont pas l'appareil qu'on a dans les aéroports pour prendre la température. Oui, mais c'est ce que je disais. En fait, c'est qu'aujourd'hui, je parle de l'expérience qu'on a vécue par rapport aux autres pays.
Aujourd'hui, on peut rassurer. Il faut s'y mettre. C'est là où j'ai été coupé. Mais il faut s'y mettre. Maintenant, Mame Diarra a dit qu'on n'a pas l'appareil et tout. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir ça? C'est que j'ai dit, il faut s'y mettre, il faut que l'État s'y mette, il faut qu'on tire les enseignements d'Ebola dans les autres pays. Aujourd'hui, il est inadmissible, inacceptable que Ebola se propage au Mali. C'est très clair. Ça, il ne faut pas l'accepter. Le Mali avait reçu beaucoup d'équipements, notamment de la Chine à un moment donné. On avait reçu des équipements. Voilà. C'est peut-être le déploiement du matériel qui a pris du retard. Nous avons une réaction sur Facebook de Karamoko Koulibaly qui dit qu'il faut s'inspirer de la méthode nigériane, c'est-à-dire surveiller toute personne ayant eu de contact avec la petite fille décédée, les mettre en observation au moins 1 mois. Oui, il y a tout ça. Oui, on parle de juste revenir sur les 43 personnes. Le trajet de la fillette, c'est qu'elle a quitté Bamako pour Kaï. Ce qu'on voit dans ces bus, en fait, c'est que les gens n'ont pas la même destination. Il y a des gens qui montent en cours de route, qui descendent en cours de route. La traçabilité, elle est très, très difficile. Mais par rapport au bon exemple, on va dire même les cas de succès, l'exemple nigérien est cité, et c'est un bon exemple. Non pas au-delà de la logistique qui peut être déployée, ce qu'on a vu au Nigeria, c'est que c'est la société civile, à travers les associations, les personnes de bonne volonté, qui se sont mobilisées avec l'appui des organisations internationales. En termes de toutes les personnes qui ont été prises en compte, je crois qu'il y a même une application mobile qui a été développée et qui permettait de transmettre à temps réel toutes les personnes et de les retrouver d'abord qui ont été en contact avec les malades en fait. Donc on peut voir tous les cas de succès. J'ai tantôt parlé du Sénégal au début. L'exemple nigérien aussi peut beaucoup inspirer non seulement les pouvoirs publics, mais aussi la société civile malienne elle-même qui a un rôle important à jouer pour... l'exemple que Mame Diarra vient de donner, évocateur quand même, comment c'est une négligence, Adam Thiam, que de demander de mettre de contrôler à la frontière, mais qui demande simplement aux passagers si vous êtes malade ou pas, tout en sachant que la Guinée est un foyer dangereux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais si c'est le cas, que même le truc d'appareil oculaire de température, pour prendre la température, n'était pas à la frontière terrestre de la Guinée, la frontière terrestre principale, il y a lieu de se poser des questions. Parce que, en fait, le danger, c'est pas l'aéroport. Le danger, c'est la route. Et si on a reçu des équipements, comme Mame Diarra l'a dit, et qu'on n'a pas eu le temps de les déployer, il faut savoir que cette épidémie... Je crois qu'au Mali... on se disait, on n'a pas encore été touché. J'ai entendu des messages à la télé dire le Mali est un des rares pays. Ebola, faites attention. Bon, c'est vrai, nous ne faisons pas partie des pays qui ont encore été touchés. Donc, on était un peu dans cette posture de se dire, on n'est pas touché pour le moment, donc vrai, ça va. Et puis, on est toujours comme ça au Mali. On attend. Encore, ça n'arrive qu'aux autres. Vous avez vu tout ce qu'on a. Je pense que c'était ça comme on dit, à quelque chose, malheur est beau. Moi, j'espère en tout cas que le décès de la fille qui est malheureux, qui a déploré, peut constituer un déclic. Vous verrez, demain, vous avez quelqu'un à la frontière, vous verrez tout le Bataclan, c'est comme juste pour ajouter, c'est comme je reviens de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, il n'y a pas longtemps, où beaucoup d'Ivoiriens se demandent mais comment est-ce que Ebola n'est pas encore entré en Côte d'Ivoire du fait de la proximité avec le Libéria, du fait que les frontières ne sont pas fermées. Air Côte d'Ivoire a réouvert ses vols récemment vers les pays, donc les gens se disent mais forcément il y a un cas qui va rentrer. Oui, non, mais c'est clair qu'on ne peut pas éviter. C'est clair qu'on ne peut pas éviter, mais qu'on ne puisse pas éviter simplement parce qu'il n'y a pas ce petit appareil pour prendre la température oculaire n'est pas acceptable. C'est d'autant plus grave que quand on voit le temps où la fillette est arrivée au Mali et son décès, ça veut dire que la maladie était quand même très avancée. On aurait pu détecter la température. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est fondamentalement une question de sensibilisation, d'information et de communication. La vieille grand-mère, c'est sûr qu'elle n'a jamais suivi à la télé ou la sensibilisation autour d'Ebola. Peut-être. Je n'ai pas parlé avec elle, mais je suis convaincu que si elle savait que la petite fille présentait des symptômes d'Ebola et qu'elle connaissait la gravité d'Ebola, elle-même n'allait pas s'approcher autant de la petite fille. Personne ne voit la mort en face, quels que soient vos liens. C'est pas une grand-mère qui va savoir qu'elle transporte une fille qui peut la tuer tout à l'heure. Non. Donc, il faut insister sur la sensibilisation, la communication. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que Ebola, comment Ebola se manifeste, c'est tout. C'est aussi le rôle de l'État et de la société civile. Exactement. Et ça veut dire simplement que notre spécialité principale, qui est le sketch,
à la télé, ça n'est pas forcément la seule communication à avoir au niveau de la sensibilisation. Autrement dit, cette femme n'aurait jamais approché son petit-fils. Sa petite fille. Non, mais il faut savoir, je n'ai pas discuté avec la grand-mère, mais elle était quand même allée aux funérailles du père de la fillette, qui est son enfant, et qui est décédé des suites d'Ebola. Non, est-ce qu'elle le savait? Elle Si, n'est elle pas devait suicidée. Non. On n'a aucune preuve qu'elle savait qu'il est décédé d'Ebola, le père de la fille. Ça, on va l'accorder le bénéfice du doute, mais quand même, ce qui est sûr, c'est que tant que les gens pensent que c'est une fatalité quand tu présentes les symptômes de Ebola, ils vont continuer à cacher et à se cacher. Ouais, on ne va plus les approcher. C'est ça aussi. C'est vrai. Et je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans les messages, c'est de dire qu'on peut guérir d'Ebola. D'Ebola. Ça, on ne le dit pas assez. Mais on ne dit pas assez qu'on peut en guérir. Il n'y a pas dans Ebola comme dans le sida toute cette stigmatisation, n'est-ce pas, à cause de la manière dont on la contracte. Donc, je pense que la dame probablement ne savait pas, sinon ce serait suicidaire. C'est une grand-mère quand même, dans la tradition africaine, on connaît les grand-mères super protectrices. Non, même cela, non. Même sa grand-mère, mon frère. Mais c'est quand même une grand-mère. Toujours au Mali, c'est peut-être un dialogue de sourds qui s'installe entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. À l'heure qu'il est, les discussions se poursuivent entre les deux parties. En cas d'échec, l'Union entend récidiver avec un nouvel appel à la grève pour le 29 octobre. Alors, Adam Thiam, quelles leçons tirées de la grève lancée, observée par l'UNTM, je pense, c'est en août? Alors, je ne sais pas si l'UNTM va aller en grève parce qu'ils sont encore en négociation, ils sont en discussion. Et elle avait fait un préavis disant que si elle n'arrivait pas à un accord avec le gouvernement, elle partait en grève le 29 et 30, une grève d'avertissement encore. Mais ça commence à faire trop parce que déjà, ça veut dire que les leçons d'août n'ont pas été tirées. Si le gouvernement n'est pas en train de céder simplement parce qu'il n'y a aucune possibilité matérielle, aucune possibilité d'accepter les revendications de l'UNTM, c'est qu'il est en train de nous dire que l'UNTM est maximaliste, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Et ce que je sais, c'est que l'UNTM se base aussi se fonde sur les dépenses récentes de l'État, n'est-ce pas, l'avion, le contrat, etc., pour pousser le bouchon plus loin. Donc, vous avez raison de parler pour l'instant de dialogue de sourds, mais je pense que c'est demain qu'on saura si le dialogue est rompu ou non et si l'UNTM ira en grève comme prévu le 29 et 30. Oui, d'accord. Il s'est quand même passé quelques mois, août, octobre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement malien a intérêt à ce que la grève reprenne au Mali? Absolument pas. Je crois juste après la grève de 48 heures observée il y a quelque temps, le président de la République, le Premier ministre, eux-mêmes ont reçu les patrons de l'UNTM pour les encourager à aller vers la discussion avec les membres du gouvernement en charge des discussions. En fait, autant le gouvernement aujourd'hui n'a pas intérêt à aller à la grève, je crois que l'UNTM a déjà démontré sa capacité. La première grève a été une réussite, mais il faut que je pense que l'UNTM a ça en esprit également, qu'aujourd'hui la menace de la gifle marche plus que la gifle elle-même. On arrive à un stade où le dialogue est nécessaire. C'est vrai qu'il y a des forces, il y a des choses qui se sont passées, et les revendications, tout le monde est d'accord que ce sont des revendications légitimes. Tout le monde connaît également la situation du pays. Donc le dialogue est nécessaire et tout le monde y a intérêt aujourd'hui. Et je pense que nous serons fixés dans les prochains jours pour savoir si à Coria. Je crois qu'il y a aussi une volonté de maintenir une certaine pression aussi sur le gouvernement avec toutes les affaires qui courent, l'avion présidentiel, les contrats militaires. Et bon, je pense que ce gouvernement-là doit tout faire pour éviter que le front social ne chauffe, parce que d'un côté on a au nord les discussions d'Alger, qui vont rentrer dans une phase calme, mais du coup ça se calme, et de l'autre côté on a l'UNTM qui revient à la charge. On sent quand même une volonté de maintenir la pression. Oui. Et Ebola et Ebola. Je crois que la grève, moi je crois pas trop. L'information aujourd'hui, c'est que l'UNTM tient un meeting demain pour informer ses militants
des avancées par rapport au gouvernement. Avant d'entrer de venir sur le plateau, je sais que la réunion était finie et que le gouvernement a quand même fait des avancées qu'il faut saluer. C'est-à-dire que le SMIC, le gouvernement a proposé d'augmenter le SMIC, d'amener le SMIC, je crois, jusqu'à 35 000. Il y a que l'ITS connaîtra un rabais. Mais c'est des propositions qui ont été faites à l'UNTM. C'est vrai que c'est les syndicalistes, ils ne vont pas dire en face, autour de la table, on est d'accord. Donc l'UNTM, l'information, c'est que demain l'UNTM rencontre ses militants en meeting pour expliquer les propositions du gouvernement. Maintenant, c'est de cela, comme l'a dit mon grand frère Adam, c'est à partir de demain, à partir de ces meetings, et peut-être d'une dernière rencontre entre l'UNTM et le gouvernement, qu'on sera sur la grève orale ou pas. Mais moi, je crois que personne ne va se donner le luxe de laisser quand même l'UNTM aller observer nous avons une autre grève, en fait. Ouais, une réaction de Amsala, le pacificateur, à la lumière des milliards volatilisés. L'UNTM est dans son droit d'exiger de l'exécutif de satisfaire à ces doléances. Il n'est pas en train de pacifier le pacificateur. Il nous reste quelques minutes. Donc, dernier thème de ces débats, c'est les négociations intermaliennes d'Alger, rentrée de la capitale algérienne. Les ministres des Affaires étrangères, de la réconciliation nationale et de la reconstruction des régions du Nord ont tenu un point de presse globalement satisfait. Ils déclarent tous que le document proposé à Alger contient ce qui a été indiqué par le président de la République, mais cependant certains points restent à débattre. Adam Thiam, on est au bout du tunnel? Oui, moi, si vous faites référence au propos du ministre des Affaires étrangères, ce qu'il a dit me paraît relativement grave. Il a dit le document ne contient pas ce qui n'a pas été indiqué par le président de la République. Donc, donnant l'impression qu'eux-mêmes découvrent le document à Alger, un document préparé par la médiation. C'est simplement surréaliste, ça. Je crois que normalement, un gouvernement doit savoir ce que la médiation a préparé avant d'y aller. C'est plus simple. Et quand ce n'est pas le cas, on ne fait pas d'interview pour le suggérer. Moi, je trouve ça scandaleux. Maintenant, il faut dire que Alger est presque une espèce de rupture pour l'instant, parce que logiquement, je ne vois pas, à partir du moment où on nous disait avant ce round-là que les revendications de fédéralisme, d'autonomie, etc. ont été abandonnées et que les groupes armés étaient d'accord avec, je ne vois pas pourquoi on n'a pas signé le pré-accord, en sachant effectivement que l'accord principal allait être signé à Bamako. Et ils ont pris le document, ils vont repartir dans leur base. On ne sait pas ce que ça va donner. Ils peuvent revenir dans quelques semaines pour dire les bases ne sont pas d'accord, donc nous reconduisons l'exigence de fédéralisme. Cette fois-ci, Alger ne me donne pas les signaux encourageants que j'en attendais. Makan Kone, fondamentalement, y a-t-il un problème de communication au sein du gouvernement? Une équipe qui va à Alger, qui n'est pas totalement informée des documents proposés par la médiation, qui revient à Bamako. Non, mais si j'ai pas bien compris. Ou Adam mon grand frère n'a pas compris votre question, vous n'avez pas compris sa réponse, c'est moi qui n'ai pas compris. Parce qu'en réalité, le ministre des Affaires étrangères n'est pas être au courant du document qu'on les a remis. Moi, je parle de ce qu'il a dit, ce qu'il a dit et qui existe sur Internet. Et ce qu'il a dit, il a dit exactement, ce document ne contient pas ce qui n'a pas été. Il n'a pas dit que ça. Oui, il veut dire, moi je crois qu'il voulait dire que le document prend en compte les recommandations, les préoccupations du président qu'on nous a proposé. Mais ne contient rien de ce qui n'a pas été indiqué par le président. De ceux qui ne transgressent pas les lignes rouges. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il a vu le document et que le document arrange le Mali. Maintenant, il a vu le document. Si on a remis le document, on les a tous remis une copie du document dès dans Alger, oui. Le lendemain même des discussions, on l'a vu, le document il est disponible. Bon, disponible entre guillemets. On a pensé à un accord pour non, ce qui est important, moi je crois que c'est pas la date qui compte de la signature de l'accord. Comme on l'a dit ici sur ce plateau, c'est qu'il faut que ce soit vraiment un accord qui nous sorte définitivement de cela. Et je crois que c'est les circonstances qui plaident en faveur du Mali aujourd'hui. On a remarqué que avec la communauté internationale elle-même, les choses sont liées. Elle-même a compris qu'avec ces histoires de fédéralisme, d'autonomie et tout, accorder
aux gens en face, ils ne pourront rien par rapport à la lutte contre le terrorisme au nord. Et c'est ce qui nous a avantagés et c'est ce qui continuera à nous avantager. On a vu le document, il se base fondamentalement sur la régionalisation. Et moi, je ne suis pas contre la régionalisation. C'est le fait de ne pas spécifier une seule région, je crois que c'est important. Maintenant, ça va permettre une autre gestion, une autre gouvernance. Et c'est toutes les régions du Mali qui vont en profiter, on va les responsabiliser, je crois. Oui, je pense que le propos du ministre des Affaires étrangères, c'était de dire que ce document-là constituait une bonne base. Donc en fait, il ne dit rien de nouveau que ce qu'il avait déjà dit il y a 2 semaines, à la phase 2. On a toujours le même discours du côté du gouvernement. C'est du côté des groupes armés que le discours change constamment. À savoir que on a un journaliste qui est à Alger, les échos qui nous viennent, c'est qu'ils ne sont pas très contents de ce qu'il y a dans ce document. On y exclut l'idée de fédéralisme. Il y a des échos qui viennent. On sent que ça ne va pas être facile. Et que quand ils vont revenir en novembre, il y aura certainement encore des accrochages sur ce document. Donc. Oui, avant de donner d'accord, rapidement. Non, je ne peux même pas, parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vu un communiqué du MNLA où ils disent ça, mais ils disent que bon, ils veulent continuer les négociations. En fait, ils n'ont plus le choix, en réalité. C'est ça. Oui, Dakano. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont plus le choix, mais faisons attention également à la situation avant la situation en début d'année 2014 était telle que si on était parti aux négociations à cette période, aujourd'hui on aurait eu un accord de paix définitif avec ces gens-là. Oui, la question de la date, elle est importante en fait aujourd'hui, parce que tout est suspendu à cette question de négociation en ce qui concerne le Mali. Et nous voulons un accord avec la région de Kidal, mais les régions nord du Mali souffrent énormément en fait de l'insécurité qui règne, parce que on veut un accord avec mouvement armé. Vous avez certainement compris en fait que c'est un lapsus. On veut un accord avec les mouvements armés, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont suspendues à cet accord. Donc il est très important qu'on arrête les tergiversions et qu'on aille à l'essentiel avec eux et qu'on ait une vision claire aujourd'hui de ce qu'on veut. Les groupes armés aujourd'hui disent qu'ils vont consulter leur base sur les documents et je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui les autorités maliennes de nous exposer également. Vous avez parlé tout de suite de la disponibilité du document et vous avez dit entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à ce jour on n'a pas eu ce document à nos dispositions justement parce que c'est une solution nationale en fait à une question locale. Donc il est très important que tout le monde Adam Thiam, ce que je veux dire, ce que vous avez raison Dakono, c'est avec Kidal qu'on est en train d'avoir un accord. Pour les autres régions, c'est dans l'ordre depuis quelque temps. Et la situation de Kidal pénalise les 2 autres régions. Mais ça n'est même pas ça tellement le problème. Quand vous dites MNLA n'est pas le grand facteur d'instabilité au nord. Aujourd'hui, c'est le HCUA. Tout à fait. Okay. C'est le HCUA et le HCUA, même l'Algérie va négocier avec lui. Et enfin, il nous propose une espèce de CEMOG, n'est-ce pas? Donc, un état-major conjoint, exactement ce qu'on proposait pour le Sahel quand il y avait ce problème d'insécurité, mais c'était à l'échelle de pays, on appelait ça les pays dits du champ, et Alger nous amène le concept des régions du champ. Et alors on ne sait pas ce que l'État va faire en face. Je voulais juste dire qu'en 2 mots, en fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, le problème, moi je ne crois pas que ce soit les HCIA. Parce que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que le MNLA seul qui a demandé la partition du pays, le fédéralisme, l'indépendance. Le HCA ne l'a jamais demandé. Le HCA parle même plus de gérer Kidal, Charia et tout, islamisme. Mais le seul problème, qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui? La partition du pays est beaucoup moins grave de la part d'une organisation qui ne peut pas l'appliquer que l'infestation djihadiste qu'il y a ils savent que c'est actuellement. Et l'infestation djihadiste, c'est une espèce de vase communicant entre les HCUA et les djihadistes, et c'est connu. Non, ils savent que c'est pas possible. Ils savent que c'est pas possible. Moi, je crois que ce qui est grave, on n'a jamais connu une telle rébellion au Mali, parce que c'est le MNLA qui a demandé l'indépendance de son territoire, du territoire. C'est tout. Maintenant, on a qu'un plan avec Kidal, on a un plan de mouvement armé qui infeste Kidal, la population de Kidal elle-même. Voilà une dernière réaction, Abdoulaye Cissé. Je crois que l'État malien va vite en besoin en criant déjà victoire, car les groupes armés n'ont pas dit leur dernier mot. Ils menacent d'ailleurs de reprendre les hostilités. Je suis d'accord.
Non. Moi, je dirais qu'en fait, même c'est que le Mali va sortir renforcé de ses accords, mais aucun triomphe va se faire. Parce que c'est les circonstances qui vont jouer en faveur du Mali. Non, mais il y a de quoi être inquiet. Je pense qu'il faut être inquiet. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je pense qu'on peut être inquiet, excuse-moi, parce que même si le ministre parlait des garanties des Nations Unies pour l'application de cet accord ou de toute la communauté internationale, aujourd'hui, quand on voit comment le Nord est, l'instabilité, c'est djihadiste, comme vous dites, ces attaques contre les Nations Unies même, il y a de quoi être inquiet. C'est ce qui va nous favoriser, nous, Maliens. C'est ce qui va aider le pays à faire. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie et à dimanche prochain.